Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Le bataillon Gangan 2 déployé à Kidal au nord Mali a perdu le 8 juin dernier au cours d'une attaque 4 de ses valeureux combattants. En dépit de ces pertes, l'armée guinéenne reste déterminée. Le président de la République a convié la presse nationale à une cérémonie de rupture de gêne. Un dîner qui a réuni au palais Sékou Touré la crème de la presse militaire de la presse guinéenne. 100 000 tonnes d'engrais seront mis cette année à la disposition des paysans pour accroître leur rendement. À Dabola, les acteurs du monde rural s'emploient à valoriser la culture d'arachide. Bonsoir à tous. Nous ouvrons ce journal sur ce décret barre 2017 barre 138 barre PRG barre SGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République décrète. Article 1er. M. Bangali Kourouma, contrôleur général de police, précédemment directeur général de la police nationale, est nommé conseiller à la présidence de la République avec rang de ministre. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. À Conakry, le 16 juin 2017, signé professeur Alpha Condé. Vive émotion ce vendredi à la base aérienne principale de Conakry. Les 4 soldats guinéens du bataillon Gangan 2 de la MINUSMA, tués à Kidal au nord Mali, ont regagné leur dernière demeure cet après-midi. Ces vaillants soldats ont eu droit aux honneurs militaires. Ils ont été décorés par la Guinée, le Mali et les Nations Unies en présence du Premier ministre. Adjudant Sekou Kamano est notre correspondant de la presse militaire. Ils étaient partis combattre pour le retour de la paix au nord Mali. Ils reviennent en martyrs dans leur pays. Les 4 casques bleus guinéens tombés à Kidal le 8 juin dernier ont regagné ce vendredi leur dernière demeure ici à Conakry. Dans le silence et le recueillement, autorités civiles et militaires, représentants d'institutions nationales et internationales, corps diplomatiques, parents et amis leur ont rendu un dernier hommage. Soldats martyrs, votre peuple est fier de vous. C'est pourquoi il vous rend hommage aujourd'hui et vous demande de reposer en paix pour avoir accompli honorablement votre devoir de soldat. Braves soldats, vous êtes tombés drapeau en main. Celui que vous avez reçu lors de votre départ pour Kidal. Nous louons votre courage à faire face à la cruauté et à la perfidie de l'ennemi. L'engagement de la Guinée aux côtés de la République sœur du Mali dans la lutte pour les valeurs universelles telles que la justice et la liberté ne saurait être remis en cause. Déployés à Kidal sous la bannière des Nations Unies, ces militaires sont tombés au champ d'honneur pour que triomphe la paix sur la barbarie. Les nations guinéennes et maliennes, ainsi que le système des Nations Unies, leur décernent les médailles militaires or et la croix de la valeur militaire pour leur bravoure et leur engagement patriotique. Nous exprimons d'une part notre gratitude à la République de Guinée pour le sacrifice consenti au nom de la paix et de la stabilité de la région, et d'autre part nos profondes et sincères condoléances au peuple et à l'armée de Guinée, ainsi qu'aux familles éplorées. Le Premier ministre chef du gouvernement a exprimé au nom du président de la République toute sa compassion aux familles éplorées et aux forces de défense de notre pays. Nos vaillants soldats qui perdent la vie en défendant le drapeau guinéen et celui des Nations Unies sont des héros, de vrais héros exceptionnels. Par ce sacrifice ultime, la Guinée et l'Afrique reconnaissante ne les oubliera jamais. Nous gardons encore en mémoire des milliers de souvenirs de ces soldats intrépides pour alimenter chacun de nos jours et de nos moments de vie. Pour honorer l'esprit et le courage de nos vaillants soldats, nous continuerons la lutte afin de bâtir une paix durable dans un monde meilleur, débarrassé de la haine et de la barbarie des terroristes, mais aussi des inégalités et injustices, source
de nombreux maux. Ces illustres disparus portent à 13 le nombre de militaires guinéens tombés à Kidal depuis 2013. L'armée guinéenne reste déterminée à poursuivre sa mission au nord Mali. Et puis, en dépit de ces pertes, l'armée guinéenne reste déterminée sous l'égide des Nations Unies à rester au front pour le retour de la paix dans ce pays frère. Sur le terrain, la troupe garde le moral et sa sérénité. Quant au commandant, il ne fléchit pas pour la suite de la mission. C'est un commentaire de Louis-Auguste Leroy. Certes, nous ne cesserons jamais de les pleurer, tant ces 4 soldats de la Guinée nous symbolisaient, nous incarnaient, nous honoraient. Certes, leurs parents, leurs épouses, leurs enfants, leurs amis porteront indéfiniment leur deuil, tant ces 4 soldats guinéens cristallisaient en eux les espoirs et les espérances et la confiance des leurs, de leurs proches et de leurs relations. Certes, parce que devenus des héros, leurs compagnons d'armes parleront toujours du capitaine Pépé Théoro, du sous-lieutenant Soa Monamou, de l'adjudant-chef Ibrahim Assouma et de l'adjudant-chef Alseni Yari Conté avec emphase, en des termes plus élogieux les uns que les autres. Plus jamais on ne parlera d'eux de manière banale, prosaïquement. Eux qui ont fait ce qui ne se fait pas banalement, à savoir donner sa vie, se sacrifier pour une cause dont l'essence touche à l'humanité, l'idéal touche à l'universel et l'objectif titille l'éternité. On les appelle les militaires des contingents d'honneur. Ces soldats de la paix du bataillon Gangan 2, formés, transformés, hyperformés, au point que chaque élément constitue une force autonome, capable de réaliser des prouesses que tout un groupe ne pourrait réaliser. C'est dire combien la perte d'un seul soldat Gangan doit nous toucher. Mais sachant transformer les facteurs négatifs en facteurs positifs, nous nous rassurons avec la conviction que ceux qui ont causé la mort de ces vaillants soldats apprendront à leurs dépens que d'autres Gangan 2 feront du front de Kidal un enfer pour les ennemis de la paix, de l'unité et de la stabilité de la République du Mali. Mais cela est inhérent au serment que prêtent tous les soldats des contingents Gangan. Serment d'être toujours plus forts, plus puissants au fil des combats et des écueils. Reposez en paix, soldats de la paix, soldats du peuple. Bientôt, le lancement des travaux du barrage Fomi, 3e barrage hydroélectrique en Guinée. Le projet verra le jour dans la préfecture de Kankan. Cette première installation hydroélectrique en Haute-Guinée permettra d'alimenter 8 de ces préfectures et une grande partie de la forêt. C'est une autre volonté du chef de l'État de créer de l'emploi. Ce projet est appuyé par la coopération sino-guinéenne. Nabi Kamara, Bakary Bamba Kondé pour plus de détails. Après les barrages hydroélectriques à Kaleta et Swapiti, c'est au tour de celui de Fomi à Kankan. Un barrage dont les travaux doivent débuter en fin d'année ou début d'année prochaine selon l'entreprise IREC. Cela fait suite aux démarches personnelles du chef de l'État l'année dernière en Chine. À cet effet, les experts chinois de l'IREC viennent présenter le document de faisabilité de l'aménagement du barrage à but multiple de Fomi pour validation. Le projet doit durer 41 mois avec un coût global de réalisation de 590 millions de dollars. On a fait des évaluations des impacts environnementaux et sociaux. On a aussi fait une première analyse sur le plan d'irrigation et surtout une comparaison entre le site amont et le site aval de Fomi. En fait, on adopte la technique BIM ou la technique à 3 dimensions pour faire la comparaison de tous les aspects. Avec une puissance de 90 MW, le barrage de Fomi, en plus de la fourniture d'électricité en Haute-Guinée forestière, devrait favoriser plusieurs aspects, notamment le développement local, l'agriculture. Il sera sur la ligne interconnectée de l'Insan Fomi qui partira de Kaleta au Mali voisin. Le document qui vient d'être validé par l'équipe guinéenne et qui a été produit par Yelo Rivar est un document de très grande importance, tant plus qu'il débouche directement sur la négociation du contrat vers la phase de réalisation de ce projet dans les plus proches à venir. L'objectif à atteindre va être atteint. Il est important de vous signaler que le site connu de tout le monde, Fomi, ce site, nous avons demandé
à l'ingénieur conseil de faire les études comparatives entre le site actuel et un nouveau site qui peut nous permettre non seulement d'avoir les mêmes caractéristiques, les mêmes résultats, mais aussi sauver ces villages ancestraux. Découvert en 1922, le site de Fomi attendra la Troisième République pour sa réalisation. La maquette du barrage sera présentée les jours à venir au président de la République, professeur Alpha Condé, au palais Sékou Touré. Ce vieux projet de construction du barrage hydroélectrique de Fomi pourrait être lancé en fin 2017. Professeur Alpha Condé a reçu en audience la société chinoise qui va réaliser ce projet. À l'ordre du jour, la présentation des études de faisabilité déjà validées par les experts du ministère de l'Énergie. Mohamed Lamine Souman, reportage dans un commentaire de Ibrahima Keita. Chaude poignée de main suivie d'échanges amicaux et fraternels. Les responsables de la société chinoise Yellow Riva Engineering Consulting sont venus partager avec le président de la République, professeur Alpha Condé, les résultats des études de faisabilité validées du barrage hydroélectrique de Fomi, situé entre les préfectures de Kankan et Kouroussa. Les travaux de construction seront lancés d'ici la fin de cette année en cours et pourrait prendre fin en 2018. Merci beaucoup à son Excellence, Monsieur le Président. Et merci au soutien du ministère d'énergie et de l'hydraulique et la direction Fomi. Avec leur soutien qui nous permettent de sortir une étude de faisabilité pour un nouveau site de Fomi en août. Ce nouveau site est déjà approuvé par les experts. On continue à travailler avec M. Silla et son service, avec M. Condé et son équipe. Nous avons fait tous nos efforts pour que le projet de Fomi puisse être commencé en fin d'année de 2017 ou au début de 2018 et que ce projet peut être mis en service avant le projet soit petit. La réalisation du barrage hydroélectrique de Fomi aura de multiples avantages pour la région de Kankan, la navigabilité du fleuve Niger, la pêche et surtout l'irrigation pour une agriculture intensive, entre autres. Qu'est-ce qui est très important aujourd'hui dans la construction de ce barrage? C'est que le coût dont on a tellement parlé, le coût environnemental, a été divisé de 50%. Ensuite, les villages millénaires tels que Kinyero ne seront plus déplacés, ne seront pas noyés dans l'eau. Et l'axe du barrage a été, pour ce faire, l'axe du barrage a été déporté sur 28 km, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir diminuer le coût et construire ce barrage le plus vite que possible. Les capacités du premier site restent les mêmes, 90 MW, avec la navigabilité sur le fleuve Niger, le développement de la pêche, l'irrigation surtout de 100 000 hectares de terre et surtout un projet pilote qui va développer 10 000 hectares dans le cadre du projet. La route entre Kouroussa et Kinyero, il sera construit sur le fleuve un pont qui va éliminer le bac qui existe aujourd'hui. Donc Kouroussa sera relié à Kinyero facilement et à Kisitougou aussi très facilement. Le président Alpha Condé, qui avait à ses côtés Sidia Touré, se frotte déjà les mains, pressé de voir le barrage Fomi réalisé, qui sera un plus dans l'atteinte des objectifs en matière d'électrification du pays. Toujours dans l'actualité nationale, le chef de l'État a convié la presse nationale au repas de rupture de jeûne du Ramadan, un dîner qui a réuni au palais Sékou Touré la crème de la presse nationale, un moment de détente et de convivialité entre Alpha Condé et les hommes de médias. Reportage Mohamed Lamine Souma, Ibrahima Keita. Des plats copieux pour une cérémonie de rupture de jeûne offerte à la presse nationale par le président de la République, professeur Alpha Condé.
Autour des plats, professeur Alpha Condé et les hommes des médias publics et privés du pays se sont congratulés ce jeudi 15 juin 2017 dans une ambiance très cordiale. Parmi les journalistes présents, des anciennes gloires de la presse nationale, au nombre desquels Ansoumane Bangoura, Adja Aïssatou Bella Diallo, Boubacar Yassine Diallo et tant d'autres. Plus nombreux, de jeunes talents et des responsables des médias publics et privés, des représentants des groupes de presse, la RTG, l'Indépendant, le Lynx Lance, Adafo Média et beaucoup de journalistes de la presse en ligne et de correspondants des médias étrangers. Professeur Alpha Condé a demandé une minute de silence en la mémoire de Hassan Abraham Keïta du groupe de presse Lynx Lance décédé ce 15 juin. Ayant le temps pour ses invités, le chef de l'État a fait un tour de table pour échanger et se familiariser davantage avec les uns et les autres. Au nom de toute la presse nationale, Boubacar Yassine Diallo a souhaité que ce genre de rencontre avec le président de la République se multiplie et se diversifie. Je voudrais, en votre nom, remercier Monsieur le Président de la République et prendre note avec plaisir que nous allons nous rencontrer le plus souvent possible. Cette invitation à déjeuner ensemble, ce qui est un honneur pour la presse. Et je voudrais lui dire que la presse travaillera dans toute indépendance, mais en toute responsabilité. Très comblé, le président de la République, professeur Alpha Condé, a promis de rencontrer très souvent les hommes des médias. De temps en temps, on puisse avoir un dîner amical pour bavarder amicalement. Et aussi, je pense que de charger aussi d'organiser les journées de la presse, puisqu'on dit qu'il y a la journée des paysans, il y a la journée des ceci et la journée de la presse. Donc j'espère que vous avez mis une commission de travail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit dans la salle qu'ils n'ont jamais eu la chance de m'avoir dans leur studio. Et ceux de l'Arc national, ils m'ont dit, j'ai dit, mais on t'a le fait d'avoir et donc j'espère qu'on aura une autre occasion avant les journées de la presse, de temps en temps, de façon détendue, pas seulement de carême. Parce que moi de carême, je vois que Traoré vient très fatigué, donc il n'est pas très à l'aise. Mais j'ai autorisé quand même à vous donner des faux de sac, parce que je sais que... Donc, il ne faut pas avoir honte. Il n'y a pas que les Traoré qu'on doit faux de sac. Parmi les convives, il y avait également plusieurs membres du gouvernement et des institutions républicaines venus accompagner la presse nationale. Conakry, 16 juin, date anniversaire du massacre des enfants de Soweto. C'était en 1978. Depuis lors, les pays africains commémorent cette date. 41 ans après ce drame, le combat de promouvoir le droit des enfants se fait toujours sentir. Mohamed Kamara. Ce drapeau des pays africains dans les mains des enfants symbolise l'unité des décideurs du continent pour la cause des tout-petits. Depuis 1990, les dirigeants africains réunis au sein de l'OIA, aujourd'hui l'Union africaine, ont dédié le 16 juin de chaque année à la promotion des droits des enfants. Cela fait suite au massacre des enfants noirs de Soweto en Afrique du Sud en 1976 par le régime d'apartheid. En Guinée, l'événement doublé du lancement de la campagne sur la promotion de l'abandon du mariage des enfants est une opportunité de tirer la sonnette d'alarme sur la situation des enfants. Aujourd'hui, la Guinée se place parmi les pays d'Afrique ayant un taux de mariage des enfants les plus élevés, avec 25,9% des femmes mariées avant l'âge de 15 ans. Le mariage d'enfants compromet leur droit à l'éducation, souvent contraintes d'abandonner leur scolarité afin de se consacrer aux tâches de mère, d'épouse qui leur incombent. La 27e édition de la Journée de l'enfant africain a mobilisé partenaires et gouvernements autour des défis auxquels font face les enfants en Guinée. La Guinée consacre chaque année 30 jours à l'enfance guinéenne. Au regard
Au-delà du constat fait au quotidien, la situation de l'enfant en Afrique, particulièrement en Guinée, doit être une préoccupation pour tous. Les enfants sont souvent exploités pour accomplir des tâches arrachantes au-delà de leurs compétences physiques. Ces actes inhumains sont souvent aggravés par des violations sexuelles et le mariage des enfants qui touchent particulièrement la frange féminine. Au moment où le président de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé assure la présidence de l'Union africaine, vient renouveler l'engagement jamais démenti des dirigeants africains à garantir un développement harmonieux, épanouissant aux enfants qui constituent la force et le devenir de notre continent. Tout au long de la célébration de cette journée, des enfants à travers des sketchs ont dénoncé des mots liés au mariage précoce, à l'exploitation des mineurs et à l'excision, toutes choses qui entravent leur épanouissement. Conakry, capitale mondiale du livre. Les 2 stèles réalisées au pont 8 novembre dans le cadre de cet événement viennent d'être inaugurées par la représentante de la première dame de la République. En plus de ce qu'elle représente, elle donne une nouvelle touche à l'image de la capitale Conakry. Maurice Sidibi. Les 2 stèles au pont 8 novembre. L'une représente la figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela, symbole de liberté, de pardon et de l'épanouissement du peuple africain. L'autre, un livre qui porte l'effigie du chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'honneur est revenu à la représentante de la première dame de la République d'inaugurer ces monuments en présence de certains membres du gouvernement. La réalisation de ces stèles fait partie des activités de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Madame la Première Dame souhaite que la célébration du livre, cette année en Guinée, illustrée par de nombreuses activités, soit, elle espère, incitative à la lecture pour tout le peuple de Guinée, plus particulièrement cette couche vulnérable qu'elle protège et qu'elle défend corps et âme, les femmes et les enfants. Monsieur Sip Stéphane, je n'ai aucun doute que vos beaux et impressionnants œuvres en aluminium illustreront tout le long de cette année notre capitale Conakry. Ces monuments en aluminium, premier du genre en Guinée, ouvrent la voie à cette forme de sculpture dans notre pays. Au-delà de leur signification, ces stèles offrent une nouvelle image à la capitale. Je pense que c'est le début en fait de mes monuments ici. Je pense que les Freedom Fighters vont continuer à naître, je pense, à travers mes mains, à travers ma sculpture. C'est d'amener des sculptures aluminium qui n'ont jamais été mises ici, puisque les artistes africains travaillent essentiellement le béton ou le bois. Et là, c'est assez novateur pour l'Afrique. Merci Stéphane. Merci à vous. Merci à la Fondation SMB qui nous a fait confiance. Aujourd'hui, c'est un jour pour vous remercier. Vous avez cru à notre projet. Vous avez fait de notre projet une réalité. Je voudrais, au nom des enfants de Guinée, au nom des jeunes de Guinée, sur le haut de cette tribune, vous remercier sincèrement. Ces stèles ont été conçues par Stéphane Cypre, un sculpteur et plasticien français reconnu sur le continent à travers ses œuvres monumentales en aluminium. À la page politique, les acteurs du dialogue politique poursuivent les travaux. Il a été question de la communication de la CENI. Ils accordent leur violon puisque l'opposition se dit satisfaite de la qualité des débats et pourrait lever le mot d'ordre de manifestation pour éviter d'autres secousses à la Guinée. Alia Kamara nous fait le point. La grande nouveauté de cette 11e session est la présence de la CENI aux travaux. Si l'institution a brillé lors des premières réunions par son absence, elle a tenu ce matin à partager quelques informations avec le comité sur le niveau d'avancement des préparatifs des prochaines élections.
Nous avons reçu la substance des requêtes qui ont été formulées par le comité technique de suivi des fichiers électoraux qui a été mis en place par le comité de suivi. La CENI prendra en charge cette substance pour élaborer un cahier de charges qui soit conforme à la loi, parce que la loi donne les prérogatives à la Commission électorale nationale indépendante d'élaborer un TDR et suivre les processus de passation de marché. Les membres du comité ont surtout planché sur l'évaluation de la mise en œuvre des points de l'accord politique du 12 octobre 2016. Sur le point précis du code électoral, la commission reste à l'écoute de la Cour constitutionnelle qui ne s'est toujours pas prononcée sur le dossier. On n'a pas encore de loi électorale. On aura la loi électorale si la Cour constitutionnelle l'agrée. Ensuite, on parlera du budget. C'est l'État qui donne le budget. Et on ne pouvait pas en voter dans la loi des finances 2017 parce qu'il y en avait déjà en 2016 qui n'a pas été exécuté entièrement. Et l'État aura toujours les moyens dans son budget, un fonds commun, pour voir dans quelle mesure on peut trouver de l'argent pour le faire. Cette rencontre intervient dans un contexte où plane une menace de manifestation politique après Ramadan. Une position qui pourrait être réévaluée dans les états-majors de l'opposition pour laisser place au dialogue. Nous sommes vraiment satisfaits de la tenue de cette 11e session et nous avons l'espoir que nous allons désormais continuer dans cette dynamique-là pour que l'accord soit mis en œuvre. Aujourd'hui, le comité de suivi qui redémarre avec de l'énergie, si l'accord est en train d'être mis en œuvre, je crois que l'opposition reverra sa copie. Le dialogue ne réfléchit et n'agit ici que pour la paix en Guinée. Les Guinéens ont besoin de la paix. Mouvance, opposition, société civile, tout le monde a besoin de la paix. Les élections communales sont attendues par les Guinéens, c'est une vérité. Mais il ne faut pas occulter qu'à date, des efforts sont faits, mais les gens encore et encore attendent qu'on leur parle peut-être de chronogramme, qu'on leur parle de date, etc., etc. Toutes choses qui ne peuvent être faites et dites que par la CENI et par elle seule. L'opposition reconnaît que les personnes qui avaient été interpellées lors des manifestations sociopolitiques ont été libérées. Elle demande également au président du cadre des dialogues de saisir le ministère de la Justice pour un projet de loi sur la mise en place de la Haute Cour de justice. 5 accords et conventions adoptés ce matin à l'Assemblée nationale. Entre autres, on peut citer le protocole relatif au renouvellement du régime fiscal douanier de Fréguia. À l'issue des travaux d'adoption de cet accord, des travaux d'adoption de cet accord, la réouverture de l'usine dans les mois à venir. Abdoulaye Diallo. Ce vendredi, 5 ministres du gouvernement Mamadi Youla sont devant les élus du peuple. Ils sont venus défendre leurs projets. Plusieurs accords et conventions sont discutés et adoptés à l'unanimité. Parmi les textes figure le protocole d'accord relatif au renouvellement du régime fiscal et douanier de Fréguia, ce qui est une bonne nouvelle pour la relance des activités socio-économiques de cette usine d'alumine. Il n'y a pas que les raisons économiques qui doivent guider nos décisions. Il y a des raisons sociales aussi, tout comme des raisons politiques. À date, ce qui se passe, c'est qu'on n'a fait que rapporter le régime fiscal qui était en 1995 en l'actualisant. Parce qu'il y a eu des nominations qui ont changé entre-temps. Il y a eu, par exemple, la TVA qui n'existait pas en 1995 et qui était la taxe sur le chiffre d'affaires et qui est aujourd'hui TVA. La contribution foncière aussi et l'impôt sur le foncier. En termes de rentabilité économique et sociale, cette relance prend en compte l'augmentation du financement des projets communautaires. La seule chose qui a été renégociée pratiquement dans le document de base, c'est l'augmentation de cette contribution pour le financement des projets communautaires. Et l'objectif, justement, c'est pour pouvoir contribuer à diversifier l'économie de la ville de Fréguia, en plus de la ville de Fréguia, en plus de toutes les actions, bien sûr, que le gouvernement mène dans les différentes préfectures, notamment dans le cadre de développement du secteur agricole. L'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale a été un projet célèbre, bien accueilli par les députés. Son objectif va permettre d'augmenter la production d'énergie à base solaire. À ce jour, l'énergie
solaire est développable, bien sûr, le niveau de l'ensoleillement, la radiation moyenne mensuelle ou annuelle dans les 4 régions naturelles de notre pays diffère. Quand nous prenons la Basse-Guinée, c'est 3,8 kW par mètre carré et par jour. Si nous prenons la Haute-Guinée où c'est beaucoup plus propice, nous en avons pour 5,0 kW par mètre carré et par jour. C'est immense. Maintenant, si nous prenons la Moyenne-Guinée, c'est 4,2. La Guinée forestière, c'est 3,1. Avec les échanges d'énergie qu'on mettra en place, on va résoudre d'une façon pérenne le problème d'énergie dans notre pays. La Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, l'accord portant coopération entre la Guinée et la Turquie dans le domaine de la foresterie, de la culture, de l'éducation, des médias, de la jeunesse et du sport sont également adoptés par l'ensemble des parlementaires. Autre sujet d'actualité, 80 millions de dollars américains. C'est le don que fait le gouvernement norvégien à la Guinée. Ce montant doit être utilisé pour financer un projet, celui de l'appui à la mise en œuvre de l'approche écosystémique de la gestion des pêches en tenant compte des impacts du climat et de la pollution, et ce pour une durée de 5 ans. Un don auquel contribue la FAO à hauteur de 44 millions de dollars. Maïmouna Bella Diallo, reportage. Les écosystèmes marins guinéens sont de nos jours menacés. Des menaces dues aux pratiques de pêche non durables, à la pollution provenant des sources marines et terrestres, à la croissance de la population dans ces zones et aux impacts des changements climatiques. Toutes choses qui pourraient mettre en péril les activités de pêche, affectant aussi la sécurité alimentaire et nutritionnelle. D'où l'adoption d'une approche intégrée de gestion des ressources halieutiques. Ma gratitude au gouvernement de la Norvège, à travers l'Agence norvégienne de coopération pour le développement, de l'Institut de recherche marin, d'avoir bien voulu financer ce projet dont la mise en œuvre sera réalisée par la FAO et le ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'économie maritime pour une période de 5 ans. 5 pays de la sous-région dont la Guinée bénéficient d'un projet de protection de l'écosystème. Le projet Approche écosystémique de la gestion des pêches en tenant compte de l'environnement et de la pollution a pour objectif d'intervenir sur les faiblesses de la gestion des pêches des pays partenaires dont la Guinée, d'identifier les opportunités d'un changement durable et à long terme pour réduire la pauvreté et créer des conditions favorisant une sécurité alimentaire durable. Il est financé à environ 80 millions de dollars américains par le gouvernement norvégien avec une contribution de près de 44 millions de dollars de la FAO pour une durée de 5 ans. Je dirais que j'ai un sentiment de satisfaction et de joie parce que vous savez, aujourd'hui, la pêche représente beaucoup de choses dans la vie de la population guinéenne. Donc un projet qui vient renforcer les capacités de ces acteurs et préserver nos ressources halieutiques nous réconforte à plus d'un titre. Au cours de cette cérémonie de signature, le représentant de la FAO a déclaré que la Guinée a été choisie pour démarrer la campagne scientifique 2017 sur le contrôle des ressources pélagiques et sur l'écosystème dans la sous-région. Cette campagne qui débute le 20 juillet prochain couvrira outre la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les acteurs de la société civile réfléchissent sur les questions de paix et de citoyenneté. Mais avant, un diagnostic sur la préservation de la paix a été posé. La démarche vise à proposer un projet pour la mise en place d'un cadre de concertation sur la paix, la citoyenneté et la gouvernance locale. Compte rendu, Valérie Talimane, Yaya Sila. Selon les observateurs, la Guinée est l'un des pays de la sous-région où les notions de paix et de citoyenneté sont une nécessité.
Face à ce phénomène, des acteurs de la société civile se mobilisent pour poser un diagnostic afin de résoudre cet épineux problème. Des millions et millions de personnes partout dans le monde prient tous les jours pour la paix. Mais lorsque les gouvernements communiquent, lorsque les partis politiques communiquent, lorsque même les médias commentent et présentent, lorsqu'on regarde les films, on voit beaucoup plus la guerre, la violence, les malentendus que la paix. Et cela nous interpelle profondément. Ces concertations devraient servir de base d'une culture de dialogue. Des actions qui pourraient ainsi faciliter la réalisation des pistes de solutions conjointes entre les acteurs impliqués sur les questions de paix, de citoyenneté et de gouvernance locale. L'un des grands résultats auxquels il faut s'attendre, c'est de faire en sorte que tous les acteurs ici présents puissent nous dire quelles sont les initiatives qu'ils sont en train de mener ou qu'ils ont l'intention de mener dans les jours ou les années à venir en matière de promotion de la paix. Quelles sont les grandes problématiques en matière de paix? Quels sont les grands défis pour la Guinée en matière de paix? Et quelles sont les propositions de solutions pour qu'on puisse aider la Guinée à être un pays paisible? Pour ce qui concerne notre participation aux activités qui sont organisées dans le cadre de la paix, il faut dire que, parce que c'est la paix qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, c'est pour cette raison qu'on s'investisse avec les organisations de la société civile pour que la paix soit consolidée dans cette chère République de la Guinée. Pendant ces travaux, des exercices vont permettre aux participants de poser des thématiques de réflexion. Une manière de contribuer à consolider la paix. Les résultats qui seront issus de ces échanges permettront la mise en place d'un cadre de concertation sur les concepts de paix, de citoyenneté et de gouvernance locale pour un développement de la Guinée. Agriculture, la dotation en engrais des paysans guinéens s'élève à 100 000 tonnes cette année. Ceci pour accroître la production. À Dabola, les acteurs du monde rural veulent apporter une meilleure plus-value à la culture d'arachide. Pour booster la production, les paysans seront outillés de nouvelles techniques pour l'utilisation des intrants. Ousmane Ba. Dabola, zone de la culture d'arachide par excellence. À Lopé, un district de la sous-préfecture de Bissikrima, on procède au lancement officiel des écoles au champ. C'est pour former les paysans sur l'utilisation rationnelle des intrants, composés notamment d'engrais et de semences. Cette école-là ne va pas servir seulement le district de Lopé. Regardez que la population ici aujourd'hui, invitée à cette cérémonie, c'est au moins de 50 ou 60 villages environnants. Donc, c'est devenu une école. La technologie qu'on est en train de démontrer maintenant, ils sont là, ils suivent avec nous. Et tout le long du processus, depuis le semis aujourd'hui jusqu'à la récolte, nous avons 6 phases de visite que nous aurons avec les producteurs. À chaque étape, ils vont venir. On va dire, ah, attention, on a semé. Voilà telle date pour l'utilisation des engrais. Ils seront là. OK? C'est la date de formation des gousses. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire le sarclobinage. Ils seront là, on fait la démonstration et tout sera fait par l'attelage. Cette année, 100 000 tonnes d'engrais seront mis à la disposition des paysans. Avec l'appui de l'Office chérifien des phosphates, désormais les échantillons de terre prélevés seront analysés sur place, ce qui permettra de déterminer la compatibilité du sol avec le type de culture. La nouveauté, c'est qu'on a un partenaire marocain qui est l'OCP, qui nous appuie dans la carte de fertilité des sols. C'est une meilleure connaissance de nos sols grâce à l'analyse de ces sols qui vont déterminer comment utiliser au mieux, de la manière la plus rationnelle et la plus productive, les engrais. C'est qu'on utilisait des doses d'intrants classiques sans auparavant avoir fait l'analyse de nos sols et savoir de quoi le sol a vraiment besoin pour chacune de ces spéculations. L'arachide n'a pas forcément besoin de la même chose que le maïs, ni que la pomme de terre. Donc là, c'est la nouveauté, c'est que nous devenons de plus en plus pointus en termes d'approche technologique du parcours technologique de la production. Avec ces intrants, cette année, le rendement de la culture d'arachide va doubler dans toutes les zones de production de Dabola. Cela permettra d'approvisionner l'huilerie Copéole en quantité suffisante d'arachide.
À la même page, à Saraboido, dans la préfecture de Koundara, les groupements et fédérations paysannes bénéficient de semences de riz et de maïs adaptées. La distribution est faite au compte du projet Amélioration de la sécurité alimentaire en Guinée, un projet qui soutient plus de 600 groupements dans les préfectures de Gawal, Koundara et Mali. Moussa Bangoura, Sarafdine Diallo, reportage. Ce sont des semences de riz et de maïs adaptées qui ont été distribuées aux groupements de femmes évoluant dans les préfectures de Gawal, Koundara et Mali en Guinée. C'est au compte de la campagne agricole 2017-2018. J'assiste à une distribution de semences de la part de la fédération à travers le projet SARA. C'est vraiment réconfortant. Et les services techniques de l'agriculture sont disposés à les accompagner. Nous venons pour distribuer les semences de riz et de maïs aux producteurs qui ont bénéficié de cet appui de la part de la fédération. Il y a plusieurs variétés, on ne va pas les citer, mais il y a plusieurs variétés qui ont été achetées, qui sont dans leur magasin et on vient officiellement les remettre maintenant parce que la campagne agricole démarre pour qu'ils ne soient pas en retard. En plus des semences octroyées par le projet Sara Guinée, un véhicule pick-up et 15 motos ont été aussi donnés aux techniciens, conseillers agricoles et formateurs du projet en vue de mieux répondre à la politique du gouvernement en matière d'autosuffisance alimentaire et d'accompagnement des paysans dans le pays. Connaissant les routes sur lesquelles nous sommes en train de rouler, et connaissant les attentes de la fédération et des bailleurs, nous sommes très réjouis d'avoir ces motos très confortables, qui sont des motos de sport, et qui nous permettent d'aller vers le terrain et avoir les résultats. C'est à Saraboido que cette campagne de distribution des tonnes de riz et de maïs a débuté. L'objectif est de soutenir plus de 600 groupements dans ces zones ciblées. La communauté internationale célèbre demain 17 juin la journée mondiale de la désertification avec pour thème « Notre terre est notre maison, notre futur ». La désertification favorise la sécheresse, la montée des températures ou encore la baisse du rendement agricole. Mais quelle est la situation de la Guinée face à ce phénomène? Mamadou Alpha Baldé éclaire notre lanterne sur la question. Depuis 1994, le 17 juin de chaque année rappelle aux consciences les risques liés à la désertification et à la sécheresse. Dans de nombreux pays, le désert avance et des baisses vertigineuses de la pluviométrie sont enregistrées. Un tiers de la surface terrestre est menacé par le phénomène. Les causes sont multiples et variées. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, en son article 1er, définit la désertification comme la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides, sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines. Les répercussions sont à la fois écologiques, économique et sociale, entraînant entre autres l'infertilité des sols, l'insécurité alimentaire par la diminution des rendements agricoles, la pauvreté, l'exode rural, le tarissement précoce et l'ensablement des cours d'eau. Déjà, le nord de la Guinée est fortement menacé par la sahélisation. Le département en charge de l'environnement entend mobiliser l'ensemble des acteurs pour impulser des actions permettant de mieux contrôler le phénomène et honorer les engagements internationaux de la Guinée. Notre pays a signé et ratifié la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. À ce titre, un programme d'action nationale de lutte contre la désertification aligné sur la stratégie décennale de la Convention 2008-2018 a été adopté par le gouvernement. Cette année, le thème choisi est Notre terre, notre maison, notre futur. Comme pour dire que la lutte contre la dégradation de l'environnement est vitale pour la survie de l'homme sur Terre.
Terminons cette édition avec la remise d'une importante quantité de tôles offerte par la société GI Tôle en appui aux travaux de réhabilitation du stade préfectoral de Dubreka. C'était en présence des représentants des deux partenaires de proximité. Habib Chama. Le stade préfectoral de Dubreka se relève lentement mais sûrement. La nouvelle tribune reçoit la quantité de tôle nécessaire pour son achèvement. Un défi relevé par le partenaire de proximité Guinée Industrie parmi les nombreuses entreprises que compte la localité. Toute entreprise a une responsabilité sociétale vers la communauté dans laquelle elle est implantée. Ce qui fait que, en dehors de l'emploi que nous pouvons offrir aux jeunes de la localité, nous regardons aussi les besoins qui sont précis de la localité dans laquelle nous sommes implantés pour pouvoir aussi leur venir en aide comme ce que nous faisons aujourd'hui pour le stade préfectoral de Dubreka. Promouvoir les infrastructures publiques à Dubreka est un des engagements des autorités préfectorales. Le partenariat public-privé est mis à profit pour atteindre cet objectif. Ce n'est pas la première fois que GI nous assiste. Dès le démarrage du chantier, ils ont eu à faire des fournitures en ciment. Ils ont même promis de faire tous les briques et commencer les premières poses. Et cette fois-ci encore, comme vous avez vu, on a fini la charpente qui est en métallique et les moyens sont vraiment limités. Et grâce à GI Ciment, on a pu avoir toutes les tôles et un tôle bac pour ce chantier-là. Rien que par cet appui, Guinée Industrie débourserait plus de 100 millions de francs guinéens. Mais pour coller au standard, le stade préfectoral de Dubreka a encore beaucoup à faire. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Que Dieu fasse descendre sa miséricorde sur la Guinée, absous nos péchés et exauce nos prières en ce mois béni de Ramadan. Bonsoir à tous et à demain, Inch'Allah.